بون صاي رانا لايف اللي راهم معنا في اللايف مرحبا بهم، اللي راهم معنا في الزوم مرحبا بهم. بروفيسور ابراهيمي نقول لك شكرا اللي كان معنا اليوم pour faire ce cours. تنجم تبدا الدرس. Merci, merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, avant de commencer, j'aimerais vous dire que j'étais honorée d'avoir ce mail de Club Insen. Vraiment, ça m'a fait chaud au cœur et je n'ai pas hésité à dire oui à leur demande de live, de conférence sur Internet. Donc, je vais faire de mon mieux. Je leur dis bon courage, bonne continuation et surtout restez comme ça. Merci. Donc, on va faire les animés à régénérative. Et pour des raisons pédagogiques, on va commencer avec les animés thérapeuses qui sont assez longs. Et après la deuxième séance, après-demain, à 15h, Inch'Allah, on va faire les animés mégaloblastiques qui sont aussi des animés à régénérative. Donc, l'anémie à régénérative se définit premièrement par une anémie. Et deuxièmement, elle est à régénérative. L'anémie est définie par une diminution du taux de l'hémoglobine au-dessous de 14 grammes chez le nouveau-né. Elle se définit par un taux d'hémoglobine inférieur à 13 grammes chez l'homme, inférieur à 12 grammes par décilitre chez la femme, inférieur à 11 grammes par décilitre chez l'enfant et inférieur à 10 grammes et demi chez la femme enceinte. Je vous ai ordonné ces chiffres pour que ce soit très facile à retenir, 14, 13, 12, 11. La deuxième particularité, elle est arégénérative. Et le mot arégénératif veut dire un taux de réticulocytes qui est inférieur à 120 000 réticulocytes par microlitre et qui traduit une cause qui est centrale. C'est-à-dire, cette anémie, elle est d'origine médulaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il existe une insuffisance de production par la moelle d'érythrocytes de globules rouges. Et cette insuffisance peut être de type quantitative, comme ça peut être de type qualitatif. Alors, point de vue quantitatif, il y a plein de pathologies telles que les aplasies médulaires, où il y a une raréfaction, une disparition du tissu hématopoïétique. Deuxièmement, les insuffisances médulaires, ou les envahissements médulaires qui sont dus à un envahissement par des cellules, soit cancéreuses ou un envahissement par des cellules lysémiques qui ne laissent pas d'autres cellules hématopoïétiques proliférer. La myélofibrose, elle est due à un envahissement par des fibres de collagène, des fibres de réticuline. Cette fibrose ne laisse plus la place pour le tissu hématopoïétique normal à pousser. Une insuffisance de production de certaines hormones. Vous savez peut-être déjà que le rein synthétise ce qu'on appelle l'érythropoïétine. Et lorsqu'il y a insuffisance rénale, eh ben, il y a une diminution de l'érythropoèse. Bien sûr aussi dans les endocrinopathies telles que les hypothyroïdies, où il y a une lenteur du métabolisme, le transit il est lent, la parole elle est lente, même l'érythropoèse est lente. Et dernièrement, dans les insuffisances quantitatives, il y a production parfois d'inhibiteurs de l'érythropoèse tels que l'interleukine 6 ou le TNF dans les inflammations. Deuxièmement, il y a parfois des insuffisances. Cette insuffisance de production peut être de type qualitatif. Par exemple, lors d'une anémie féréprise, une carence en fer va donner
un trouble de synthèse de l'hémoglobine. Le fer entre dans la synthèse de l'hémoglobine. Lorsque le fer est manquant, l'hémoglobine n'est pas bien synthétisée, sa qualité n'est pas bonne, donc il y a anémie. Vous savez très bien que la vitamine B12 et la vitamine B9, l'acide folique, entrent dans la synthèse de l'ADN. Et lorsqu'il y a une carence dans ces deux vitamines, il y a un trouble de la réplication. Les érythroblastes ne se divisent pas bien. Et dernièrement, il y a un groupe de pathologies qu'on appelle les myélodysplasies, qui sont des érythropoïèses inefficaces, c'est des troubles qualitatifs de la moelle. Donc, dans la diapositive, donc on va revenir en arrière, s'il vous plaît. On va surtout, lorsqu'on enseigne les anémies régénératives aux étudiants, on va cibler surtout les anémies par carence en fer et les anémies par carence vitaminique. Parce que ce sont les anémies les plus fréquemment observées en médecine générale. Mais il y en a plein d'autres. Alors, on commence directement avec l'anémie fébriles. Et l'anémie fébriles se définit par 3 critères. Le premier critère, c'est une anémie qui est en rapport avec une diminution du taux du fer. Et ça, c'est dû à l'épuisement des réserves en fer. Le deuxième critère, cette anémie, elle est microcytaire, hypochrome, arégénérative. Et le troisième critère, c'est une anémie qui est réversible après substitution en fer. Voilà pour. Donc, l'épidémiologie va nous permettre de mieux comprendre pourquoi on enseigne ces deux maladies. Premièrement, 1 demi-milliard d'individus dans le monde ont une carence martiale. C'est énorme. C'est une personne sur 14. Deuxièmement, dans les pays en voie de développement, 80% des habitants en milieu ruraux ont des anémies fébriles. C'est 8 sur 10. Mais aux États-Unis, 20% des femmes ont des réserves en fer qui est nulle. Et la moitié d'entre elles, c'est-à-dire 10% des femmes, présentent une véritable anémie fébrile. Voilà. Et donc, ça, c'était pour l'étude américaine. Pour l'étude française, eh bien, 12%, une étude française a retrouvé que 12% des nourrissons âgés de moins de 10 ans ont une anémie fébrile. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va conclure? La première conclusion, que chez l'adulte, dans les pays développés, il s'agit de saignement chronique. Et c'est 90% des cas. Chez les nourrissons, c'est un défaut d'apport, alors que chez la femme enceinte et les enfants, c'est une augmentation des besoins. Donc, les saignements chroniques, c'est la cause la plus fréquente. Voilà. Donc, on passe à la physiologie. Premièrement, l'alimentation apporte 10 mg de fer. Et ce fer est absorbé par les entérocytes. En fait, suivant, c'est seulement 1 mg, ça veut dire 1/10, 10% de l'apport alimentaire est absorbé. Et lorsqu'il est absorbé, il va se fixer à une protéine plasmatique qu'on appelle la transpérine. Cette transpérine est une transporteuse, elle va transporter le fer vers la moelle pour la synthèse de la molécule d'hème qui fait partie de l'hémoglobine. Et après, une fois l'hémoglobine est synthétisée, le globule rouge va sortir pour transporter l'oxygène, il va vivre 120 jours et après
120 jours, il va être phagocyté par les macrophages. Une fois phagocyté par les macrophages, les macrophages vont redistribuer ce fer vers la moelle osseuse où il va être encore utilisé dans l'érythropoïèse. Puis, mais 3/4 du fer va être redistribué à la protéine transporteuse qu'on appelle la transpérine ou la sidérophiline. Cette sidérophiline ne va pas seulement transporter le fer vers la moelle, mais elle va le stocker dans le foie sous forme de ferritine et d'hémosidérine. Mais il n'y a pas que les érythropoïèses. Certains enzymes tels que les cytochromes, la myoglobine dans le muscle, les panaires ont besoin, la peau, les cheveux, tout ça, tous ces systèmes ont besoin de fer. Puis la perte du fer, elle est entérocytaire, urinaire, cutanée, des panaires, et surtout les menstruations. La femme perd en moyenne 35 mg de fer par mois, soit 1 mg de plus que l'homme. Et donc, la menstruation constitue la plus grande cause, les ménométrorragies constituent la plus grande cause de carence en fer. Donc, les causes de carence en fer sont surtout les carences d'apport ou les malabsorptions ou encore les pertes excessives, surtout les pertes excessives chez la femme. Alors, diapo suivante, quels sont les aliments qui sont riches en fer? Eh bien, vous voyez, il y a deux types de fer. Le premier, il est dit hyménique parce qu'il est incorporé dans l'hème. Il est divalent, Fe2+. Alors que le fer non hyménique, c'est du F3+. Alors, les fers hyméniques incorporés dans l'hémoglobine se trouvent dans les viandes rouges, le poisson, le foie, la viande rouge. Vous voyez bien que les viandes contiennent plus de fer que les végétaux, à part les épices, sauf qu'on ne mange pas une grande quantité d'épices. Et vous voyez en bas que les lentilles et les épinards possèdent très peu de fer par rapport aux les lentilles et les épinards, beaucoup moins de fer que dans les viandes. Alors, quels sont les facteurs alimentaires qui influencent l'absorption du fer? Premièrement, bien sûr, l'homme absorbe moins que la femme. La femme a une augmentation des besoins en fer. Elle va absorber environ 2 fois 2 mg par jour. Mais la ration alimentaire va au maximum entraîner une augmentation fois 2 de l'absorption en fer. C'est pas parce qu'on va manger 3 rations alimentaires ou 5 rations qu'on va augmenter de plus en plus. La ration en fer est augmentée par 2 au maximum. Cette absorption, elle est favorisée par la vitamine C. C'est pour ça que lorsque vous traitez un malade qui a une carence en fer, donnez-lui de la vitamine C parce que la vitamine C augmente l'absorption du fer. Par contre, l'absorption, elle est inhibée par le lait, le thé. Vous savez que les grands buveurs de thé ont une diminution ou une chélation de 45 voire 95% du fer ingéré. De même, chez les nourrissons. Et le fer hyménique est 20% est absorbé à 20%, alors que le fer
non héminique, qui n'est pas, c'est 1 à 4%, je pense. Voilà, 1 à 4% du fer ingéré et absorbé. Alors, Popeye avait tort de manger des épinards. Et même notre maman nous obligeait à terminer notre assiette de lentilles. En fait, non, Popeye et même notre maman devaient nous cuisiner un steak bien saignant. Voilà, donc on passe aux choses sérieuses. Maintenant, le tableau clinique est dominé par le syndrome anémique. Mais ce syndrome anémique s'installe très progressivement, tellement progressif sur des mois, voire des années, qu'il est très bien toléré. Alors, il se résume surtout en une pâleur cutanéo-muqueuse. Et cette pâleur cutanéo-muqueuse s'observe dans les conjonctives internes de l'œil, sous la langue et au niveau des paumes des mains. La dyspnée, la tachycardie n'est pas très fréquente. Alors, deuxième chose, tableau, c'est le syndrome de sidéropénique qui traduit un manque en fer. Et ce syndrome, il est très tardif. Il se résume en des troubles des phanaires à type de cheveux qui sont secs et cassants. Déjà là, ce sont des femmes qui se plaignent de ça. Ils vous disent « Ah, j'ai des chutes de cheveux, mes cheveux sont fourchus ». Les hommes ne se plaignent pas de chute de cheveux ni de cheveux fourchus. Pardon. Alors, deuxième chose qu'il faut retenir, c'est que les ongles deviennent fragiles et cassantes, tellement elles sont striées. Et les stries, ils sont longitudinaux. Parfois, ils sont déformés en cupules. Voilà, on appelle ça la koilonicie. Après vient la peau, elle devient sèche parfois et elle est purgineuse. Le patient se gratte. Les commissures labiales deviennent sèches, les lèvres deviennent sèches avec des ragades au niveau des commissures labiales. Et la langue, elle est dépapillée et avec une glossite atrophique. Et dernièrement, le syndrome de Peterson et Kelly, qui sont des Américains, ou le syndrome de Pulmer-Evenson, qui sont des Anglais, ont décrit un syndrome à type de dysphagie haute, une dysphagie haute œsophagienne, avec une atrophie œsophagienne et des membranes œsophagiennes à la fibroscopie digestive haute. Voilà le syndrome sidéropénique. Maintenant, il peut y avoir d'autres atteintes de muqueuse. J'ai ajouté 2 diapos encore, type gastrite atrophique avec achlorhydrie. On peut avoir une atrophie de la muqueuse génitale et vulvaire qui devient pérurineuse, atrophie nasale. Mais ces atteintes de muqueuse sont très tardives et très vraiment exceptionnelles. Alors, j'aimerais bien porter votre attention sur ce syndrome qu'on appelle le PICA, qui est un comportement compulsif, c'est un syndrome psychiatrique, surtout observé chez les enfants, hein, les enfants qui mangent de la terre, hein, il y a plus de crabe des fois, ils mettent de la terre dans leur bouche, ça, ou même des cheveux, ou ils aiment croquer des glaçons. Ça, c'est un trouble du comportement qui est en fait engendré par la carence en fer, mais la géophagie, mettre de la terre dans sa bouche,
va encore accentuer cette carence en diminuant l'absorption. Je ne dirai plus rien sur ce syndrome. On passe maintenant à l'hémogramme. On a terminé avec la clinique, on passe à l'hémogramme. Et l'hémogramme, qu'est-ce qu'il montre? Il montre une anémie, c'est-à-dire, on l'a déjà dit, c'est un taux d'hémoglobine inférieur à 13 grammes chez l'homme et inférieur à 12 grammes par décilitre chez la femme. Cette anémie, elle est microcytaire parce que, en fait, elle est microcytaire et donc parce que le VGM est inférieur à 80 microcubes. Elle est hypochrome parce que le CCAMH est inférieur à 32%, mais le TCAMH s'effondre plus rapidement par rapport au CCAMH. En fait, le TCAMH est corrélé au VGM. Et dernièrement, on l'a dit, le taux de réticulocytes est inférieur à 120 000 réticulocytes par millimètre cube. Donc, il s'agit d'une anémie arégénérative. Anémie microcytaire hypochrome arégénérative. Donc, le taux de plomb est normal, mais on peut retrouver une leucopénie dans seulement 17% des cas. Le taux de plaquettes est normal, mais on peut avoir une thrombocytose modérée dans 13 à 20% des cas. Voilà ce que je voulais. Alors, vous savez que dans l'hémogramme, est-ce que vous avez, je pense que vous avez tous remarqué qu'il y a des graphes avec plusieurs paramètres. Et le paramètre que je vais citer ici, c'est le RDW, c'est Red Distribution Width, ou l'indice de distribution cellulaire. Et le RDW, diapo, vous allez voir que normalement, il est inférieur à 15%. Mais lorsqu'il y a, pourquoi inférieur? Parce que à 15,5%, parce que tous les globules rouges se ressemblent. C'est comme un pic. Mais lorsque on est devant une anémie qui est périprive, alors le VGM va s'élargir. On a des microcytes et des macrocytes. Donc, en fait, il est environ supérieur à 16%. Et on peut avoir, à droite, vous voyez bien à droite, il y a un graphe qui est bimodal. Vous voyez des microcytes et des macrocytes. Donc, il y a deux populations, une qui est fibriprive et l'autre qui est en cas macrocytaire. J'explique ces graphes dans une vidéo sur YouTube. Si vous voulez, vous allez sur une playlist sur l'anémie fibriprive et j'explique ça en beaucoup plus de détails. Maintenant, après l'hémogramme, on passe au frottis de sang. Et le frottis de sang, c'est une goutte de sang qu'on va étaler sur une lame. Puis, on va colorer cette lame avec du MGG. Et on va regarder au microscope. À gauche, vous avez des érythrocytes normaux. C'est des disques avec un centre qui est clair. Et ces globules rouges, ils ont presque toute la même taille. Alors, dans l'anémie fibriprive, il y a une anisocytose. À droite, vous avez une anisocytose, diapo, c'est-à-dire il y a des globules rouges de grande taille et d'autres qui sont une égalité de taille. Vous pouvez avoir des globules rouges en forme de poire, comme vous voyez la diapo suivante. Il y a comme la forme d'une poire, les globules rouges deviennent trop déformés. Ce n'est plus ce disque qu'on a. Alors, on peut, bien sûr, c'est une anémie qui est microcytaire. Donc, il y a des microcytes. Et les microcytes, ce sont des globules rouges
une microcytose plus petite que la normale. On peut avoir une hypochromie. Vous voyez que les globules rouges sont trop clairs et donc le centre il est beaucoup plus clair que les érythrocytes normaux qu'on voit à gauche. Les globules rouges peuvent se déformer en ce qu'on appelle des cellules cibles. Ils ressemblent étrangement à cette cible-là, avec plusieurs. Ça ressemble étrangement à une cible. Voilà. Voilà. Maintenant, on a vu l'hémogramme, on a vu le photisant. Maintenant, on doit faire un bilan martial. Devant une anémie microcytaire hypochrome, on doit faire un bilan martial. Et ce bilan martial, qu'est-ce qu'il retrouve? Il retrouve un fer sérique qui est diminué, inférieur à 70 microgrammes par décilitre. On retrouve aussi une capacité totale de fixation de la transférine qui est augmentée. Ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer ça. Et un coefficient de saturation inférieur à 16%. En fait, le coefficient de saturation est un calcul, est égal au fer sérique sur le coefficient de saturation, sur la capacité totale de fixation de la transférine fois 100, pardon. Voilà. Donc, à l'état normal, la transférine, c'est une protéine qui est transporteuse. Un tiers de cette transférine est saturé, alors que les 2 tiers des récepteurs, des transporteurs du fer, ne sont pas saturés. On dit que on dit que le coefficient de saturation, il est de 1 tiers, c'est-à-dire de 33%. Mais lorsqu'on est devant une anémie ferriprive, il y a plus de protéines non saturées. Alors, on va dire que il y a plus de protéines non saturées. On dit que la capacité de captation de la transférine, elle a augmenté parce qu'il y a plus de place libre. Et donc, vous voyez que moins de 1 tiers des protéines sont saturées. Et donc, il y a une diminution du coefficient de saturation de la transférine. Alors, comment on fait le diagnostic positif? Soit en faisant le diagnostic positif repose sur le fer sérique, la capacité totale de fixation de la transférine, on l'a vu comment, et le coefficient de saturation. Il y a plein de médecins qui demandent que le fer sérique. Non, on ne peut pas faire le diagnostic. C'est 3 paramètres qui sont indispensables. Si on n'a pas ces 3 paramètres, on peut faire le diagnostic d'anémie ferriprive sur une ferritinémie. Donc, soit les 3 premiers examens, et la ferritinémie dans l'anémie ferriprive, c'est le signe le plus fiable. Il montre une diminution du taux de la ferritine. Rappelez-vous que la ferritine, c'est le stockage du fer qui est inférieur à 12 microgrammes par décilitre. Voilà, je pense que oui, le myélogramme n'est pas indispensable au diagnostic. Alors, mais parfois on fait des colorations spéciales qu'on appelle la coloration de Pearls. Cette coloration montre le fer. Il est où? Est-ce qu'il est dans les macrophages? Est-ce qu'il est dans les globules rouges, ou les érythroblastes, pardon? Est-ce qu'il n'est pas? Et dans l'anémie ferriprive, on ne retrouve pas du tout de fer.
même pas dans les macrophages, même pas dans les érythroblastes. Voilà. Donc, mais le signe le plus intéressant, qui pose le diagnostic positif, c'est le test thérapeutique. Vous allez donner 2 comprimés 2 fois par jour de fumagène, par exemple, vous fumez pur, et vous refaites le taux d'hémoglobine au 14e jour et le taux de réticulocytes. Normalement, la moelle régénère et donc vous avez une réticulocytose au 14e jour et voire même une correction de la moitié du taux de l'hémoglobine, c'est-à-dire s'il était 8, il deviendrait à 10 par exemple. Voilà. Donc, maintenant, on va faire le diagnostic différentiel. Voici un tableau qui résume tout ce que j'ai dit. Dans l'anémie fébrile, le fer, il est diminué. Ça, c'est logique. Et vu qu'il est diminué, il y a plus de place pour fixer le fer. Donc, la capacité totale de fixation de la transférine augmente. Le coefficient de saturation diminue. Il est inférieur. Et donc, la ferritine, elle est diminuée. Dans l'anémie inflammatoire, eh bien, le fer, il est capté par les macrophages. Il ne le libère pas aux globules rouges, aux érythroblastes. Et vous savez que la ferritine est une protéine positive de l'inflammation. C'est-à-dire que la ferritine, elle est sécrétée lors des inflammations en excès. C'est une protéine de l'inflammation. Alors que la transférine, elle est catabolisée. On dit que c'est une protéine négative de l'inflammation. Et donc, la capacité de fixer la transférine, elle est diminuée et le coefficient de saturation, il est diminué. Maintenant, on passe à la thalassémie. Les thalassémies, en fait, ce sont des anémies microcytaires. En fait, il y a 4 types d'anémies microcytaires. Premièrement, l'anémie fébrile, l'inflammation, les anémies inflammatoires, les thalassémies et les anémies sidéroblastiques. Les thalassémies, c'est une hémoglobinopathie. C'est une anémie hémolytique. On va voir ça dans une prochain live, Inch'Allah. Donc, s'il y a une hémolyse, c'est une hémoglobinopathie et donc c'est une anémie hémolytique. Lorsque les globules rouges éclatent, ils libèrent du fer. Et donc, le fer, il est augmenté. Et tellement il est augmenté, il va saturer la transférine. Et donc, la capacité de capter plus de fer, elle est diminuée. Mais lorsque l'hémolyse, il est modéré, le fer, il reste normal, hein, dans les normes. Et le coefficient de saturation, il est augmenté parce qu'il y a plus de fer qui sature la transférine. Et dernièrement, la ferritinémie, elle est augmentée parce qu'il y a beaucoup plus de fer. Maintenant, la dernière pathologie, c'est les anémies sidéroblastiques. Et les anémies sidéroblastiques, ce sont des syndromes myélodysplasiques. En fait, dans ces anémies sidéroblastiques, le fer, il est capté par les érythroblastes, mais il est inefficace. Donc, il y a du fer dans les érythroblastes. On appelle ça des sidéroblastes en couronne. Et tellement le fer, il est augmenté, et donc la capacité de fixation, elle est diminuée et le coefficient de saturation, elle est augmentée. Et le fer, la ferritine peut être normale ou augmentée. L'anémie inflammatoire et les thalassémies sont assez fréquentes. Sachez que l'anémie inflammatoire, le diagnostic réel, en fait, l'anémie inflammatoire survient dans les pathologies chroniques inflammatoires, telles que un rhumatisme chronique.
Et donc, l'anémie, dans ce cas-là, dans les anémies inflammatoires, n'est qu'un petit phénomène dans un tableau clinique. Par exemple, l'anémie inflammatoire dans les cancers, l'anémie inflammatoire dans le rhumatisme, dans la tuberculose. Donc, l'anémie est un petit phénomène dans un tableau clinique qui est assez bruyant. Deuxièmement, la thalassémie. La thalassémie, ou les thalassémies, ce sont des hémoglobinopathies. Et donc, le diagnostic positif, ce n'est pas le bilan martial, c'est surtout qu'il s'agit d'une anémie hémolytique et le diagnostic repose sur l'électrophorèse de l'hémoglobine. Alors, là, on va rentrer dans les étiologies, et la majorité des étiologies, en fait, c'est des saignements. Et ces saignements, chez l'adulte, dans les pays développés, 90% des carences sont dues à un excès de perte par saignement. C'est-à-dire qu'il y a sur 10 malades, 9 font des saignements. Hein? Et ce sont des hémorragies qui sont peu abondantes, mais répétées dans le temps. C'est pour ça que ça engendre une anémie par carence en fer. Alors, quelles sont les étiologies? Premièrement, chez les femmes, et vous avez vu que 20% des femmes aux États-Unis font une anémie ferriprive, et les causes les plus fréquentes, par ordre de fréquence, on a les fibromes utérins qui saignent, qui donnent des ménométrorragies, le déséquilibre hormonal, l'endométriose, des contraceptifs intra-utérins, toute cause de saignement gynécologique peut donner une anémie ferriprive. Maintenant, chez les hommes et les femmes, en fait, par ordre de fréquence, les saignements digestifs, les hémorroïdes qui saignent, les gastrites, après prise d'anti-inflammatoires, etc., des gastrites hémorragiques, une hernie hiatale qui saigne, un ulcère gastro-duodénal, toute pathologie qui saigne, un cancer, des varices œsophagiennes, le diverticule de Meckel, toutes les pathologies qui sont dues à des saignements occultes et répétés. Maintenant, il n'y a pas que les saignements gynécologiques et digestifs. Vous pouvez avoir, par exemple, des épistaxis en cas de rendu ossellaire, une maladie de l'hémostase, telle que la maladie de Willebrand, des prises de sang répétées chez le nourrisson. Oui, parfois des nourrissons, on les prélève tous les jours, mais ça va engendrer une anémie ferriprive. Maintenant, après les saignements qui sont les plus fréquents, on passe aux malabsorptions. Et généralement, on n'absorbe pas mal que le fer. C'est généralement une anémie qui est mixte, avec une carence en fer et une carence en acide folique. Par exemple, je citerai l'exemple des gastrectomies. En cas de malabsorption lors des maladies cœliaques, la maladie de Crohn, la rectocolite hémorragique. Toutes ces pathologies peuvent entraîner une malabsorption du fer. Et la dernière étiologie, ce sont les carences d'apport. Alors, les carences d'apport, ce sont généralement ça survient surtout chez les anorexiques ou les malades en réanimation, comateux, etc. Ce sont des carences d'apport, mais les carences, lorsqu'on ne mange pas, on ne manque pas seulement de fer, mais on manque
de plusieurs éléments dans les vitamines. Alors, oui, ça c'est une nouveauté. Je vous ai mis la première publication qui est apparue en septembre 2008. L'Hélicobacter pylori, c'est une bactérie qui entraîne des hémorragies occultes au niveau de l'estomac. Elle inhibe l'absorption du fer. Et dernièrement, elle consomme, c'est une bactérie qui consomme du fer. Donc, l'Hélicobacter pylori peut être une cause d'anémie ferritique. Voilà. Alors, on arrive à la fin, le traitement. Et le but de traitement, premièrement, c'est de traiter la cause. Deuxièmement, de corriger l'anémie et recharger les réserves. Bien sûr. Et dernièrement, donner un traitement préventif. Alors, les formes orales et la dose thérapeutique, elle est de 100 chez les enfants et 200 mg de fer ferreux. Et le médicament le plus prescrit, c'est le Fumapar ou le Fumapur. Ce sont des comprimés de 200 mg. Hein, et voilà. Mais il existe d'autres formes thérapeutiques comme le Ferrostran, qui est un sirop, ou le Tardiféran, qui est une solution buvable. Alors, les effets secondaires, le patient doit être rassuré, comme quoi ça peut donner des constipations, voire des diarrhées, des épigastralgies et une coloration noirâtre des selles. Alors, la forme parentérale, elle est surtout indiquée en cas de malabsorption digestive, maladie cœliaque, maladie de Crohn. Il y a plusieurs formes. Hein. Je citerai que le Gectoper, que ce sont des ampoules de 100 mg et du Venoper aussi, qui sont des ampoules de 5 ml. Voilà, le Gectoper, c'est surtout en IM, alors que le Venoper peut être injecté en IM ou en IV lent. Voilà, donc, la transfusion, normalement, l'anémie ferriprive, elle est très bien tolérée. Elle est très bien tolérée pendant longtemps. Donc, ne transfusez pas sur des chiffres d'hémoglobine, mais des signes d'intolérance tels que la dyspnée, l'essoufflement, la tachycardie, les vertiges, les signes neurologiques. C'est ça, ce sont les signes d'intolérance. Et là, il faut traiter transfuser le patient par vous. Alors, comment on va surveiller le traitement? Dans les pays où on peut s'offrir ce qu'on appelle refaire la ferritinémie. Alors, parce qu'on veut corriger l'anémie et restaurer les réserves. Donc, on doit demander, après 3 mois de traitement, une formule numération sanguine pour voir le taux d'hémoglobine et une ferritinémie, et on va voir est-ce que la ferritinémie, la ferritine, elle est normale, c'est normalisé, et le taux d'hémoglobine, c'est normalisé. Mais parfois, les patients ne peuvent pas souffrir de tel traitement. En diapo, la diapo suivante, on va donner un traitement de 6 mois, afin 2 mois pour corriger l'anémie et 4 mois pour restaurer les réserves. Et on surveille cliniquement, voire biologiquement, le malade. Alors, en cas de persistance, ça c'est une question qui revient dans les examens assez fréquemment. Quelle est la cause d'une persistance d'une microcytose ou d'une anémie?
Eh bien, il y a 4 causes. Si, malgré un traitement bien conduit, il y a persistance de cette anémie, est-ce que le patient prend bien son traitement? Est-ce qu'il n'y a pas un défaut de compliance thérapeutique par le patient? Est-ce qu'il n'y a pas une coexistence? Est-ce que ce n'est pas une anémie fébrile associée à un trait thalassémique ou une anémie fébrile associée à une anémie inflammatoire? Est-ce que le saignement persiste? Une perte de fer persiste toujours? Et quatrièmement, est-ce qu'il ne s'agirait pas d'une malabsorption et il faut passer à la voie parentérale? Alors, le traitement, il n'y a pas que le traitement curatif, il y a le traitement prophylactique. Selon les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, en cas de dent de sang qui est répétée, il faut donner déjà du fer après chaque dent chez les femmes. Deuxièmement, chez les femmes enceintes, au cours du 3e trimestre d'allaitement ou au cours de l'allaitement, il faut donner du fer et même de l'acide folique parce qu'il y a une augmentation des besoins. Voilà, je vous remercie.